On va jouer à un jeu, tu vas kiffer, je sais, fais-moi confiance. Donc assis-toi, mets-toi bien en mode zépo, boisson sur le tech, et là, je vais être très claire. Si tu as de l'éther ou si tu considères l'éther comme un investissement intéressant pour toi, cette vidéo, elle est extrêmement importante. Et si tu n'en as pas et que selon toi, Ethereum est une blockchain qui va mourir, cette vidéo est encore plus importante. Là, tu vas te mettre en mode institutionnel. Tu as quelques millions à investir en crypto, 1 million par-ci, 1 million par-là. Et là, tu dois faire un choix. Est-ce que tu les mets dans l'Ether ou est-ce que tu les mets dans le Shiba? Tu vois, là, on va faire un jeu intellectuel, ça va être le feu. Moi, je vais te partager des grosses dingueries sur l'Ether qui nous viennent de notre gars sur Consensus. T'inquiète, alors je vais te dire qui c'est. Après, tu vas me dire si, en tant qu'institutionnel, tu trouves que l'Ether est un bon investissement. Parce que avant qu'on commence, je te dis un truc entre nous, je sais pas si ça te fait la même, mais parfois quand tu essaies d'échanger sur l'Ether, il y a des gens qui sont anti-Ether, qui sont bearish sur l'Ether, qui viennent en mode ouais, l'Ether, j'y crois pas, je le sens pas, dans 2 3 ans, max, c'est fini. Après, toi et moi, je pense qu'on est un peu pareil. Donc, comme tu es ouvert d'esprit et que tu aimes bien la confrontation d'idées et de points de vue différents, car tu estimes qu'elle permet de s'élever intellectuellement, tant qu'elle se déroule sous les signes de respect, de paix et de bienveillance, tu demandes à la personne ce qui lui fait dire ça. Normal, tu vois. Et le but, c'est que la personne puisse étayer son propos avec des arguments concrets et tangibles dans le but de pouvoir faire élever ta propre réflexion sur les terres, car tu sais aussi que tout le monde peut se tromper et peut-être que la personne a des éléments d'information que tu ignores qui pourraient faire réviser ton positionnement sur les terres. Après, elle te sort un argument du genre ouais, non, t'as vu, t'as capté, le truc, c'est qu'ils sont pas dans le truc, ils sont en retard. Après, tu dis ok, par respect, mais en vrai, t'es grave déçu parce que malgré la qualité élevée du raisonnement et la pertinence de ces arguments, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'analyse, il y a R, donc tu restes sur ta faim. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va vraiment mettre en avant des analyses on-chain. Après, j'avoue, moi, je vais pas faire la meuf. Avant aussi, j'étais pas trop bullish sur les terres pour les mêmes raisons évoquées juste avant, c'est-à-dire des raisons qui sortent du vent. Et je sais pas si tu te rappelles, pendant le bull run, tu avais plein d'articles qui disaient, ouais, les frais sur Ethereum s'élèvent à 3 chiffres. Et moi, je me disais, mais si on veut l'adoption massive, c'est sûr qu'Ethereum, elle va mourir parce que personne ne va vouloir payer des frais de transaction qui s'élèvent à 3 chiffres, surtout que parfois, pour promouvoir la blockchain, on prend l'argument que sur la blockchain, les frais sont moindres pour des virements internationaux comparé au système bancaire. Donc je me disais, mais c'est sûr que Ethereum, c'est nul, donc je m'y intéresse même pas. Mais après, tu vois, on parlait de plus en plus de The Merge, je me suis dit, je vais pas rester dans l'ignorance, je vais quand même me renseigner, peut-être que je rate quelque chose. Et là, franchement, j'avoue que mon avis sur l'Ether et sur Ethereum a diamétralement changé. Je suis bullish plus que jamais, mais tu vois, encore une fois, là, c'est mon avis personnel. Et toi, si tu as un avis contraire au mien et que tu es prêt à en discuter, bien sûr, dans la bienveillance et le respect, on est ensemble. Mais si ta seule manière de communiquer, c'est l'agressivité, la condescendance, le non-respect d'autrui et la non-pertinence dans l'argumentation, là, on n'est pas ensemble et on ne sera jamais ensemble. Du coup, là, j'ai parlé français, c'est carré, le cadre est posé, tu kiffes, tu t'abonnes, tu kiffes pas, tu t'abonnes pas, c'est pas grave et tout le monde est heureux, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va commencer. Rappelle-toi, tu es institutionnel, tu as 5 millions ou quelques millions sur le tech et on va voir si l'Ether c'est un bon investissement ou pas. Là, il n'y a aucun conseil en investissement, on est juste en train de faire un jeu intellectuel ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, les gars sûrs, les frérots Consensus, c'est qui? Bon, Consensus, c'est une société de technologie blockchain leader sur son marché. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Consensus avait acheté Infura et Infura, c'est un service centralisé que MetaMask, wallet décentralisé, utilise pour fonctionner. Donc, on va pas parler de leur décentralisation remixée, là n'est pas le sujet, mais en gros, si on revient sur Consensus, leur expertise et autorité dans la crypto n'est plus approuvée. Mais c'est quand même important de souligner que Consensus développe notamment sur Ethereum. Ils ont donc un biais pro-Ethereum. Donc même si dans le rapport, ils parlent des chiffres, après, ils interprètent les chiffres à travers leur prisme qui peut être biaisé. C'est pour ça que quand je vais te partager les informations du rapport, il faut aussi que tu te dises, moi, qu'est-ce que j'en pense pour confronter ton point de vue avec celui de Consensus, même si, encore une fois, l'équipe de Consensus, c'est pas des blagueurs, on est vraiment sur le nec plus ultra en termes d'expertise et eux,
quand ils font les analyses, ils sont pas en mode je pense, donc je suis, philosophie, tout ça. Ils sont en mode les hommes mentent, pas les chiffres. C'est pour ça que là, on va voir des analyses on-chain. Même si leur interprétation peut laisser libre au débat, de par le fait que chacun a sa propre interprétation, les chiffres ne mentent pas. Il y a une théorie qui dit en gros que plus une chose existe depuis longtemps, plus elle a de chances d'exister longtemps. Ça veut dire que si tu as une blockchain qui est là depuis 20 ans, il est fort probable que dans 20 ans, elle soit encore là, alors que si une blockchain qui existe depuis un an, la probabilité qu'elle existe dans 20 ans est beaucoup plus faible. Je sais plus comment s'appelle cette théorie. Si tu l'as, s'il te plaît, dis-la moi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, assez parlé. Donc, Ethereum, c'est quoi? C'est la blockchain qui a rendu possible les smart contracts. Donc, le fait de pouvoir faire autre chose qu'acheter et vendre des cryptos pour être très très simple. L'Ether, c'est la deuxième plus grosse blockchain en termes de market cap et l'Ethereum, c'est également le fondement de l'Internet, le fondement du Web3 et de l'avenir de la finance, donc la DeFi. Et si on parle des chiffres que je vais détailler un peu plus tard, mais actuellement, c'est important quand même de mentionner que plus de la moitié de l'ensemble de l'écosystème DeFi existe sur Ethereum. Donc Ethereum a vu ses chiffres d'adoption et d'utilisation monter en flèche et tu vois, ça c'est un signe important et non négligeable de la forte maturité du réseau et de leur écosystème. Donc, rien que ça, c'est aussi quand même un argument très intéressant sur le potentiel d'évolution de l'Ether et la confiance qu'elle procure à ses investisseurs. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les autres blockchains ont autant faim qu'Ethereum? Est-ce que les autres blockchains ont autant la dalle qu'Ethereum? Nouvelle école, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment la question à se poser. Rappelle-toi, tu es en mode institutionnel. Moi aussi, je suis en mode institutionnel. Et là, tu vois, Vitalik, tu le vois comme ça, mais on peut pas nier que c'est franchement un visionnaire, lui et son équipe, parce que leurs performances sont incroyables. Et de manière générale, même si une blockchain coche toutes les cases technologiquement parlant, pour qu'adoption il y ait, il faut aussi qu'elle soit soutenue par une communauté. Et c'est ça qui est magique avec Ethereum, c'est qu'elle est technologiquement parlant et elle a également une adoption et une communauté derrière, tu vois. Et au-delà d'Ethereum, il y a aussi les L2 et les sidechains qui fonctionnent grâce à Ethereum. Je sais qu'un jour, il y avait un mec qui m'avait lâché un commentaire en mode « Ouais, Ethereum va mourir, c'est Matic, l'avenir » ou un truc dans le genre. Mais le truc, c'est que si Matic est présent, c'est grâce à Ethereum, tu vois ce que je veux dire? En fait, Ethereum, c'est le grossiste de Matic. Donc si le grossiste meurt, Matic meurt aussi. Et ça, c'est magique. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Mais là, c'est vrai, t'es en mode institutionnel. Tu as plusieurs millions à investir. Peut-être que là, tu te demandes, ok, c'est cool, mais mes camarades, mes gars sûrs, mes concurrents, mes confrères, qu'est-ce qu'ils font? Et là, j'y viens. Ce que Consensus nous dit, c'est qu'au cours des 2 dernières années, il y a beaucoup d'institutions de premier plan qui ont fait des pas significatifs dans l'écosystème DeFi et Web3 en modifiant leur plan, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah ouais, non, t'as vu le Web3, opportunité, faut qu'on y aille, on va un peu modifier nos plans. Et ils ont donc déployé des capitaux colossaux dans l'écosystème. Et ça, c'est dû à plusieurs choses, hein. On voit la maturité croissante de la technologie, même s'il y a plusieurs années, peut-être que les gens pouvaient se dire et pouvaient avoir des réticences quant à l'avenir de la blockchain parce que c'était une technologie très jeune. Là, elle est encore jeune, mais elle a quand même plusieurs années d'expérience devant elle qui n'ont fait que renforcer sa qualité, en fait, tu vois. Les projets d'infrastructure DeFi arrivent à maturité, les fondamentaux sont là pour accélérer l'adoption et le nombre d'applications DeFi a explosé, entraînant une augmentation exponentielle des opportunités de rendement institutionnel. Et ce qui est encore plus intéressant pour nous, c'est que les protocoles DeFi ont commencé à développer des services axés sur les institutions, donc des services qui nous sont dédiés à nous en tant qu'institutionnels. Avant, il y avait R pour se faire des sous. Là, il y a des options. The merge, en une phrase, c'est le passage d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. Et c'est aussi ce qui a commencé à rendre la blockchain Ethereum beaucoup plus sexy pour les investisseurs. Et parmi les gros changements qui l'ont rendu plus sexy, il y a l'aspect durabilité, le fait
qu'Ethereum devienne plus respectueux de l'environnement. Il y a aussi les récompenses, le rendement qu'on peut avoir avec le stacking. Il y a la potentielle offre déflationniste parce que ce qui est intéressant, c'est que The Merge a entraîné la réduction des émissions de l'Ether. Si la blockchain est très utilisée, cette réduction d'inflation pourrait se transformer en déflation. Et ça lève une grosse crainte que les institutionnels avaient de voir l'Ether redescendre à zéro. Parce que quelque chose qu'on ne mentionne pas souvent, c'est que l'Ether a une offre infinie, a une supply illimitée, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement créer de l'Ether à l'infini. Mais le fait qu'Ethereum montre qu'elle a un mécanisme qui permet de contrôler l'émission d'Ether et qui plus est apporter une potentielle déflation dans le futur, c'est un argument qui rassure énormément les institutionnels parce que la crainte que l'Ether tombe à zéro est tout simplement retirée. Au-delà de ça, on peut également parler de la sécurité améliorée. D'ailleurs, là, j'aimerais beaucoup avoir ton avis si tu penses que ce n'est pas le cas, parce que là, on va parler d'un sujet sensible qui est le proof of stake et le proof of work. Je sais qu'il y a des opinions qui divergent. Moi, j'ai pas forcément cette technicité dans les détails sur leur mode de fonctionnement, mais en tout cas, ce que Consensus nous dit, c'est qu'avec la participation démocratisée et la décentralisation améliorée du mécanisme de proof of stake, le coût d'une attaque de la blockchain Ethereum sera de plus de 11 milliards de dollars au prix actuel, soit à peu près 10 à 20 fois plus cher que le proof of work. Donc The Merge va rendre Ethereum beaucoup plus sûr en produisant des garanties de sécurité beaucoup plus fortes pour les investisseurs institutionnels. Et ce qui est bien, c'est que la sécurité du réseau fonctionnant au proof of stake va augmenter au cours du temps, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux validateurs qui se joignent au réseau et que le nombre d'Ethers stackés augmente. Donc, avec les nouvelles mises à niveau prévues pour l'écosystème Ethereum après The Merge, on peut parler de The Splurge, The Verge, Blush, tous les trucs en juin, tu vois ce que je veux dire? Je vais revenir sur ça tout à l'heure, mais Ethereum va devenir de plus en plus sûr, de plus en plus robuste, de plus en plus puissant en fait. Et sa feuille de route offrira aux investisseurs institutionnels des opportunités de croissance et de retour sur investissement encore plus grand. Et c'est là, tu vois, où on voit que l'équipe de Vitalik a bien géré le marketing. Parce qu'au-delà de tous les aspects qu'on a vus, les institutionnels veulent aussi investir dans un plan d'avenir, tu vois. Ils veulent une roadmap qui soit claire, carrée, une roadmap où on sait où on va. Parlons maintenant de la crypto et de la lutte contre l'inflation. Le point de vue de Consensus sur le sujet est très intéressant parce que pendant longtemps, les investisseurs ont considéré les crypto-monnaies comme un refuge contre l'inflation. Donc la crypto-monnaie était devenue une partie de classe d'actifs qu'on pouvait appeler alternatives qui comprenait notamment le vin, l'art, les métaux précieux. Cependant, l'argument selon lequel les cryptos ne sont pas corrélés au marché financier s'affaiblit avec le temps parce qu'on a pu voir que quand le marché traditionnel baissait, le marché des cryptos baissait aussi, tu vois. Après, on peut spéculer sur les raisons de cette corrélation. On peut dire qu'elles sont fondées sur l'économie et peut-être sur le fait que comme il y a de plus en plus d'acteurs institutionnels qui auparavant investissaient dans les marchés traditionnels, c'est un peu normal qu'en investissant dans les cryptos, les deux marchés soient de plus en plus corrélés. Après, on peut aussi dire que c'est juste une simple coïncidence. En tout cas, si on regarde les statistiques, les chiffres, les données, on voit que les cycles de marché crypto et traditionnels se sont entremêlés au cours des 2 dernières années. Donc, on voit aussi que cette tendance pourrait se poursuivre. L'adoption de la crypto-monnaie parmi les investisseurs institutionnels est en hausse. C'est aussi un point très intéressant car selon le rapport de CoinShare, les institutions ont investi 9,3 milliards de dollars dans le marché crypto en 2021, soit une hausse de 36% par rapport à 2020. Donc là, même si toi, tu es un institutionnel, t'avais même pas encore franchi le pas d'investir en crypto, tu peux dire, ouais, quand même, mes confrères, ils y vont en fait. Je suis peut-être en retard, tu vois ce que je veux dire? Rappelle-toi, t'es institutionnel. Comme on l'a dit avant, Ethereum, c'est la fondation sur laquelle se construit l'avenir d'Internet, le Web3 et l'avenir de la finance, la DeFi. Il y a environ 60% de l'activité de la DeFi qui se déroule aujourd'hui sur Ethereum.
Actuellement, l'écosystème DeFi vaut 62,6 milliards de dollars et Ethereum représente la majorité de l'écosystème DeFi avec 36,7 milliards de dollars de TVL. Et la plupart des applications populaires DeFi comme MakerDAO, Aave, Uniswap ou Curve ont été construites nativement sur Ethereum. Même si certaines applications ont mis en place une compatibilité interchaîne avec d'autres blockchains, l'activité au-delà d'Ethereum est beaucoup plus faible. Par exemple, Curve Finance a 5,5 milliards de dollars de TVL sur Ethereum, Aave en a 5,2 milliards et leur TVL combiné sur Polygon n'est que de 527,6 millions de dollars. C'est rien du tout, tu vois. Et Ethereum bénéficie également d'une forte communauté de développeurs et d'utilisateurs. Et ça, tu vois, c'est super intéressant parce qu'ils s'investissent pour améliorer le réseau en créant de la documentation et en déployant régulièrement des mises à jour sur le réseau. Et autre question, là on a vu, on se dit ok c'est cool, mais il s'est passé quoi en fait avant, tu vois, déjà depuis 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour comprendre comment l'adoption par les utilisateurs a augmenté pour Ethereum, c'est important de comprendre aussi comment Ethereum a évolué. Donc si on fait un retour en arrière, depuis janvier 2020, le nombre total d'adresses uniques sur Ethereum a plus que doublé pour atteindre plus de 200 millions. Ça montre déjà la popularité du réseau Ethereum parmi les utilisateurs du Web3. Le nombre d'adresses Ethereum actives a également connu une tendance à la hausse depuis janvier 2021 et actuellement, il est supérieur à 500 000 malgré la baisse du marché qu'on peut subir à l'heure où j'enregistre la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que la participation des utilisateurs au réseau, malgré la volatilité et la baisse des marchés, montre qu'il existe des cas d'utilisation d'Ethereum qui transcendent l'activité des prix et la manière dont les marchés évoluent. Parce qu'en tendance baissière, il y a toujours de l'activité sur le réseau Ethereum qui est non négligeable. Et si on compare ça avec, par exemple, Phantom, la croissance sur Phantom est en baisse de 70% depuis le crash en mai. Donc, c'est un peu une manière de dire que les gens qui étaient sur Phantom, ils étaient uniquement là peut-être pour l'aspect spéculatif. Et comme tous les marchés ont crashé, l'intérêt pour Phantom a nettement diminué, ce qui n'est pas le cas pour Ethereum. Tu vois ce que je veux dire? Autre signe de maturité du réseau Ethereum, en moyenne, il y a plus d'1 million de transactions par jour qui ont été réalisées sur Ethereum au cours des 12 derniers mois et les utilisateurs continuent à utiliser le réseau malgré la volatilité du marché. C'est également un signal que des applications significatives avec des cas d'utilisation réels se sont construites sur Ethereum. Et pour comprendre l'ampleur du nombre de transactions effectuées sur Ethereum, on va prendre un petit exemple. En 2021, Ethereum a traité un volume de transactions plus important que Visa. Visa qui est le plus grand processeur de paiement au monde. Visa qui est beaucoup plus âgé qu'Ethereum, c'est important de le dire aussi. Ethereum a traité des transactions d'une valeur de 11,6 trillions de dollars, tandis que Visa en a traité 10,4 trillions. Tu vois le graphique, les chiffres sont colossaux. Donc là, les gens qui disent qu'Ethereum va mourir, qu'en est-il de Visa? Ethereum, en quelques années, a réussi à dépasser Visa. Ethereum a faim. Tu vois ce que je veux dire? Et une métrique extrêmement puissante pour déterminer la demande du réseau pour une blockchain, c'est le revenu du protocole, qui est le montant d'argent que les utilisateurs sont prêts à payer pour effectuer des transactions sur une blockchain. Mais ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que les blockchains, elles ont également des dépenses pour fonctionner. Et le point intéressant, c'est qu'actuellement, presque toutes les blockchains dépensent plus d'argent pour sécuriser leur réseau qu'elles n'en reçoivent. Et même s'il y a des blockchains qui ont des frais de gaz moins chers comparé à Ethereum, par exemple les blockchains Solana ou Tron, si je prends l'exemple de Consensus, les utilisateurs peuvent être prêts
à payer une prime pour utiliser Ethereum. Donc ça, c'est fou, tu vois. C'est-à-dire que même s'il y a des blockchains qui ont des frais de transaction plus faibles, les utilisateurs veulent utiliser Ethereum de par le fait qu'elle propose une meilleure sécurité et a une meilleure fiabilité. Par exemple, depuis la mi-mars de 2022, l'Ether a généré 1,8 milliard de dollars de revenus de protocole et c'est le chiffre le plus élevé parmi les 20 principales blockchains dont Avalanche, Solana, Polkadot et Polygon. Et à titre de comparaison, si on prend Avalanche, qui est le deuxième réseau à avoir enregistré le plus grand revenu protocolaire, Avalanche a généré uniquement 72,6 millions, rien comparé aux 1,8 milliard de dollars générés par Ethereum. Le creux est énorme entre le numéro 1 Ethereum et le numéro 2, tu vois ce que je veux dire? Et au cours de la même période, Ethereum a obtenu plus de 90% du revenu total des protocoles par rapport aux autres réseaux de Layer 1. Donc on voit vraiment qu'Ether a très très faim, il est affamé, il mange tout en fait, tu vois ce que je veux dire. Et depuis 2020, le stacking sur Ethereum c'est le feu, ça augmente en flèche, une forte croissance, c'est ce que je t'avais dit au début, hein. Il y a plus de 13,3 millions d'Ether stackés au 1er septembre 2022, ce qui représente près de 11% de l'offre totale d'Ether. Et donc un facteur qui peut rendre d'autres réseaux comme Solana et Arbitrum plus attirants comparé à Ethereum pour les utilisateurs et les développeurs, c'est le faible coût de transaction sur ces réseaux-là. Et j'aime bien cette partie-là parce que là, on voit qu'ils vont nuancer les propos qu'ils mettaient en avant comme un exploit sur Ethereum, tu vois. Parce que Consensus me dit que les frais de transaction restent une fonction de la demande. C'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs qui utilisent Ethereum, par exemple, plus les frais de réseau seront élevés. Donc là, voilà, on peut comprendre aussi que quand ils nous disent que les frais sur Ethereum ont baissé, c'est pas forcément un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Par contre, la chose qui est intéressante à retenir pour nous, pour toi et moi, en tant qu'institutionnels que nous sommes, The Merge va ouvrir la voie à d'autres mises à niveau qui permettront de réduire le coût d'utilisation du réseau avec le sharding. Et d'ailleurs, en parlant du sharding, je t'en avais parlé quand j'avais fait une vidéo sur NIR Protocol parce que NIR Protocol implémente déjà le sharding. Maintenant, parlons de l'aspect sécuritaire. La sécurité du réseau qui est un point extrêmement important. Donc actuellement, ça coûte plus de 11 milliards de dollars pour lancer une attaque à 50% sur le réseau Ethereum pendant 1 heure. Ça, c'est la nuance que je ne t'avais pas dit au début. Parce que même si un mauvais acteur arrive à lancer une attaque à 51% sur le réseau Ethereum, le coût pour maintenir cette attaque ne cessera d'augmenter en raison d'un mécanisme qu'on appelle le slashing. Ça, je connaissais pas, tu vois, mais c'est super intéressant. En fait, si un validateur attaque le réseau, ses Ethers mis en jeu seront brûlés et son accès au réseau sera révoqué. Donc l'attaquant devra en fait continuer à mettre encore plus d'Ethers qui seront brûlés pour soutenir l'attaque. Donc le slashing, c'est un mécanisme qui est unique au Proof of Stake et qui rend plus coûteux d'attaquer le réseau Ethereum par rapport au Proof of Work. Et ça, tu vois, c'est super intéressant. Moi, par exemple, je savais pas. Et un autre point, on va terminer avec ça, c'est que la sécurité des investissements en crypto, c'est une préoccupation majeure pour les investisseurs avant même la réglementation et la volatilité des marchés. C'est-à-dire que si on devait hiérarchiser les préoccupations des investisseurs institutionnels quant au choix de leurs investissements, la sécurité vient en numéro 1. Donc en renforçant la sécurité du réseau Ethereum, The Merge a répondu à cette question essentielle. C'est la première partie de la vidéo. Je ferai une deuxième partie, mais déjà à l'issue de cette première partie, n'hésite pas à me partager des retours. Qu'est-ce que tu en penses? Les millions, on les met dans l'Ether ou dans le Shiba? Je t'attends en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime, un gros pouce j'aime. Hein. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la lettre alpha pour du contenu encore plus croustillant. Et on se retrouve très bientôt pour la partie 2. Si elle est déjà présente, tu retrouveras le lien en description.